Merci beaucoup Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir respecté les contraintes de temps. Et donc le discutant sur ce thème est donc Paul-Loup Veil-Dubuc, que nous accueillons pour ses remarques sur ce thème. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je travaille à l'Espace Éthique Île-de-France. Je ne vais pas vraiment vous répondre directement à ce que nous a proposé Anne-Sophie Lapointe, mais plutôt avoir une autre approche sur le sujet des découvertes inattendues, parce que vous allez voir, ça entrera en résonance et je pense qu'il faut apporter d'autres éclairages sur ce point. Alors, ce qui interroge en premier lieu, ce qui va être le point de départ, c'est l'expression découverte inattendue et aussi l'expression, je ne sais pas si vous m'entendez bien, découverte fortuite. Quand on se penche 2 secondes sur ces expressions, on voit tout de suite qu'elles sont bizarres. Alors, je commence par découverte fortuite. Fortuit signifie hasardeux. Mais à l'origine de ces découvertes dites hasardeuses, il y a des choix qui ne doivent rien au hasard, des choix de différents ordres, hein, des choix scientifiques. Alors, le choix du big data comme modèle de recherche scientifique, c'est ce dont on parle dans notre cahier de l'espace éthique, le cahier vert que vous avez eu à l'entrée. Des choix techniques et économiques qui permettent la production de données. Donc, au fond, penser que ces découvertes inattendues sont fortuites revient à la présupposition d'une recherche dite agnostique, hein, le terme de recherche agnostique, que d'ailleurs nous critiquons ici dans notre cahier, c'est-à-dire le présupposé que des vérités scientifiques peuvent surgir de façon naturelle, de façon spontanée, par le croisement de données, comme si on allait, par cet effort de dévoilement, faire émerger une vérité du réel, sans a priori, sans valeur à l'origine. Et quand on fait ça, on oublie le contexte scientifique, technique et économique qui favorise ce type de découverte, qui dès lors ne peuvent être fortuites. Alors pour utiliser une métaphore, on pourrait dire que c'est comme si on lançait un filet dans le canal Saint-Martin, un filet de pêche, et que nous trouvions un objet insolite, un grille-pain par exemple. Alors bien sûr, la découverte sera inattendue. On se serait plutôt attendu à trouver des poissons, mais elle ne serait pas du tout fortuite parce qu'on sait très bien que le canal Saint-Martin est un dépotoir et que nous avons toutes les chances de trouver tout et n'importe quoi en relevant notre filet. Donc, c'est aussi pour dire, ce premier point, que la réflexion éthique ne doit pas intervenir après l'effort de production du savoir scientifique, hein, c'est ce que disait aussi Hervé Schneeweiss en commençant, mais qu'elle doit être consubstantielle à lui et se situer au cœur de la volonté de savoir. Et donc, la question éthique n'est pas seulement que faire des savoirs que nous produisons, mais quel savoir produisons-nous et qu'est-ce que la science veut savoir. Donc ça, c'était pour fortuit. Il serait donc plus approprié de dire que ces découvertes sont inattendues, hein, comme le titre du groupe comme le nom du groupe de travail le dit. Mais le terme inattendu est lui-même un peu bizarre, hein, parce que finalement les découvertes inattendues dans l'histoire de la médecine, c'est finalement quelque chose d'assez banal dans la pratique médicale et dans la recherche biomédicale. Et pour donner un exemple très très simple, peut-être un peu naïf, lorsqu'on est chez le médecin, nous pouvons faire l'expérience d'une découverte inattendue à l'occasion d'une plainte. Le dentiste lui-même, en faisant le tour de nos dents, peut découvrir de façon inattendue une carie. Voilà. Donc, question, qu'ont de si spécifique ces découvertes inattendues pour qu'on parle d'elles aujourd'hui, pour qu'on leur consacre une réflexion éthique et pour que, par exemple, le Collège américain de génétique médicale lui consacre un rapport. Il faut donc un peu préciser ce qu'ont de si spécial ces découvertes inattendues. Et là, on peut trouver plusieurs critères pour justifier leur spécificité.
La première, c'est que ces découvertes ont une dimension non seulement médicale, mais aussi scientifique. Autrement dit, ces découvertes inattendues proviennent d'investigations biomédicales. Mais la question qu'il faut tout de suite se poser, c'est finalement qu'une découverte inattendue soit la conséquence d'une avancée scientifique ou soit faite à l'occasion d'un examen clinique. Qu'est-ce que ça change vraiment au final pour la personne qui reçoit l'information? Est-ce que ça justifie qu'on lui consacre une réflexion éthique ad hoc? Et la question est ouverte, je n'ai pas la réponse. Deuxième spécificité de ces découvertes inattendues dont on parle, ce sont des découvertes annexes, comme le dit aussi le nom du groupe, ou on peut dire aussi incidentales ou secondaires, c'est-à-dire que ce sont des découvertes qui viennent s'imposer à la personne, non seulement sans symptômes, mais sans question préalable, un peu comme des réponses qui viendraient sans question qu'on se poserait. Alors c'est là que la question du consentement se pose, bien sûr, et la fameuse question du droit de ne pas savoir, et la question de l'autonomie, dont il était question dans l'exposé d'Anne-Sophie Lapointe, qui est donc un paramètre essentiel en effet. Mais là encore, on peut se demander s'il est nouveau que la médecine annonce des mauvaises nouvelles, et que les annonces de la médecine confrontent ceux qui les reçoivent à une rupture existentielle. Troisième critère possible, ces informations dont on parle sont des informations indiquant une probabilité seulement, un surrisque plus ou moins élevé de développer des maladies. Et à cet égard, ce ne sont pas des informations qui décrivent le réel, ni des informations qui nous disent avec certitude comment agir, mais ce sont des informations probables. Et là, c'est le deuxième paramètre dont vous parliez, le paramètre de la pertinence. On peut discuter de la pertinence de ces informations, et en effet, qui décide de cette pertinence, comme cela a été dit. Et on peut ajouter que ces informations ne sont que des informations. Et là, je reprendrai une distinction qu'a fait Léo Koutelek dans le cahier vert également. Les informations, ce sont en effet davantage que des données, puisque ce sont des données mises en forme, mais ce ne sont pas encore des connaissances, c'est-à-dire que ce ne sont pas encore des informations qui ont un sens. Et ce sont encore moins des savoirs, c'est-à-dire un ensemble cohérent de connaissances qui nous permettent d'agir. Donc, ce qu'on voit, ce dont ces informations témoignent, finalement, elles ne sont pas encore des savoirs qui nous permettent, par exemple, de déterminer des histoires naturelles des maladies dont on parle et qui pourraient nous permettre d'agir toujours sur le réel. Dernière caractéristique de ces découvertes, la dimension héréditaire, transmissible et donc familiale de ces informations. C'est là une caractéristique aussi tout à fait inédite. Et donc, il y a toute la question sur l'information de la parentèle, questions qui sont d'ailleurs en partie réglées par le droit depuis le décret de 2013 sur l'information à la parentèle. Donc on voit que ces découvertes inattendues posent quand même, ce sera un peu la première leçon, des problèmes éthiques plus ou moins spécifiques, mais quand même spécifiques. Bon. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une raison beaucoup plus fondamentale pourquoi on fait de ces découvertes inattendues un problème éthique aujourd'hui. Et cette raison, à mon avis, c'est que nous sommes à une époque où la médecine voudrait s'attendre à tout et où nous faisons difficilement face à l'inattendu, à l'accidentel, à ce qui arrive sans qu'on l'ait anticipé ou sans qu'on ait mesuré les risques que cela survienne. Et cette difficulté à accepter, à supporter l'inattendu témoigne aussi de la nouvelle force prise par l'attendu. Car s'il y a de l'inattendu, c'est aussi parce qu'il y a de l'attendu, des prédictions, de l'inévitable. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que cela correspond à ce que nous pouvons identifier comme une nouvelle, comme le signe de la domination d'une nouvelle forme d'anticipation, puisque travaillons, comme cela a été dit, sur l'anticipation à l'espace éthique, qui est la prédiction, donc comme forme d'anticipation, forme parmi d'autres. Selon cette idée de l'anticipation, le futur est tout entier contenu dans le présent. Autrement dit, le futur d'une personne est contenu dans une combinatoire incluant des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Et donc, selon cette perspective, l'inattendu est bien sûr toujours possible, mais il est toujours compris comme procédant d'un défaut de vigilance du scientifique ou de la science, comme une sorte
d'immaturité du savoir scientifique. L'incertitude vient de l'immaturité du savoir scientifique. Autre conséquence de ce cadre prédictif, ces découvertes inattendues, selon ce cadre, sont vouées sinon à disparaître, par un accès de plus en plus large des individus à, par exemple, une cartographie de leur génome, une meilleure compréhension, par une prévention des cancers qui feront qu'il n'y aura plus d'incidentalomes parce qu'il n'y aura, par exemple, plus de tumeurs. Selon ce cadre, donc, ces découvertes inattendues sont vouées sinon à disparaître entièrement, du moins à demeurer rares et encore plus accidentelles, de plus en plus rares et de plus en plus accidentelles. Alors, je suis tombé donc, dans un article aussi de notre revue sur l'anticipation, sur une étude sur des médecins et généralistes et cardiologues et sur leurs croyances vis-à-vis des incertitudes liées à la génomique. Et selon cette étude, donc, les médecins pensent en grande majorité que ces incertitudes vont disparaître ou se réduire en raison d'une baisse des prix des technologies de séquençage et du partage des données. Donc il y a cette croyance quand même que les découvertes inattendues sont en voie de disparition. Finalement, on pourrait dire que le thème même des découvertes inattendues implique bien sûr des problèmes éthiques, ceux que j'ai cités plus haut, mais ces problèmes éthiques se posent dans un cadre bien précis qui a été déjà accepté, c'est-à-dire dans le cadre de la médecine prédictive, d'une médecine qui a adopté ce mode d'anticipation particulier qu'est la prédiction. Voilà. Et bien sûr, il ne faudrait pas oublier ce cadre. Il ne faudrait pas oublier qu'une autre hypothèse peut être faite. Nous serons peut-être de plus en plus confrontés à des découvertes dites inattendues. Finalement, en multipliant les recherches sur les marqueurs du futur, d'ailleurs qu'ils soient génomiques, radiologiques ou biologiques, il n'est pas exclu que nous allions vers plus de cacophonie, vers moins de compréhension, plutôt que vers davantage d'intelligibilité du réel. Il est possible que des variants génétiques aujourd'hui incompris deviennent demain décisifs, mais il est aussi possible que l'inverse se produise, c'est-à-dire que des variants aujourd'hui considérés comme des prédispositions soient demain blanchis et considérés comme n'intervenant pas dans le processus physiopathologique de telle ou telle maladie. Donc on voit bien qu'il y a d'autres hypothèses qui sont possibles. Il y a aussi des hypothèses intermédiaires. Il se peut qu'il y ait toujours autant de découvertes inattendues et toujours autant d'attendus. Alors, deux remarques pour conclure. Il semblerait que aussi bien le pari de l'intelligibilité prédictive, c'est-à-dire de la disparition totale des découvertes inattendues, que le pari de la cacophonie, finalement, nous annonce tous deux la disparition pure et simple des découvertes inattendues, et ce pour deux raisons différentes. Dans le premier cas, on peut s'attendre à tout, donc il n'y a plus d'inattendus. Dans le second cas, on ne peut s'attendre à rien, et donc il n'y a plus de découvertes inattendues, puisqu'il n'existe même plus d'attendus. Donc s'il n'y a plus d'attendus, il ne peut y avoir d'inattendus. Et évidemment, le scénario intermédiaire entre les deux est le plus crédible, sans doute. Mais je pense que le vrai problème éthique auquel nous confronte cette thématique des découvertes inattendues, c'est finalement de laisser possible, laisser ouvert la diversité de ces scénarios. Donc la question n'est pas simplement de se demander quelles sont les conséquences de ces découvertes inattendues, mais aussi comment nous produisons ces découvertes inattendues et comment tenir compte de cette incertitude radicale. Nous ne pouvons pas savoir si elles disparaîtront ou non, et quel bénéfice social nous pouvons aussi tirer de chacune des hypothèses que nous pourrions faire sur l'avenir de ces découvertes inattendues. Donc voilà, ce n'était pas une réponse à cette première intervention, mais un autre point de vue. Voilà.